Alors, bienvenue à tous à cette concertation francophone matinale. Madame la ministre de l'Environnement de Madagascar, présidente de cette séance, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Monsieur l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, chers invités, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au pavillon de la francophonie, qui est également le pavillon des États et gouvernements membres et des amis de la francophonie. Donc, bienvenue chez vous. Tous ces États et gouvernements membres et amis de la francophonie ont organisé, pour toute la durée de la CDP 23, une quarantaine d'événements sur ce pavillon. Et l'un des événements marquants de ces 2 semaines est la concertation francophone qui nous réunit ce matin. Mon nom est Jean-Pierre Ndoutoum. Je suis le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'OIF. Il me plaît de rappeler ici que dans ce contexte, dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'objectif de la concertation de haut niveau n'est pas tant d'avoir un point de vue francophone, ce qui est tout à fait impossible tant la francophonie est diverse, diversifiée et appartient à tous les espaces, se retrouve dans tous les espaces de négociation, mais plutôt c'est d'ouvrir un débat sur les questions qui sont en jeu, un débat entre les ministres, entre les chefs de délégation francophones, les représentants des catégories d'acteurs et les partenaires au développement. Cette concertation permettra également à la société civile, les ONG, le secteur privé et les collectivités locales et aux groupes régionaux de faire entendre leur point de vue et de restituer les résultats des concertations auxquelles ils participent. La concertation de haut niveau de la CDP 23 de la francophonie sera présidée par son Excellence Bénédicte Joanita Ndayi Mananjara, ministre de l'Environnement de Madagascar, qui en assurera également la modération en collaboration avec l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour ma part, je reviendrai à la fin des travaux pour en restituer les principales lignes. Mais avant tout, permettez-moi de lancer cette journée par l'annonce d'un heureux événement. Il s'agit du rapprochement stratégique entre la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, représentée ici par son président, M. Fortunato Mbo Nchama, et l'Organisation internationale de la francophonie, représentée ici par son administrateur, M. Adama Wane, qui vont signer devant nous une entente de partenariat portant sur la promotion de l'économie verte, de l'économie bleue et des ODD. Les premiers échanges entre les 2 institutions ont eu lieu lors de la CDP 22 à Marrakech. Et au cours de cette rencontre, la BDAC et l'OIF se sont vus des convergences. La banque a décidé de verdir, entre guillemets, ses pratiques, son portefeuille de projets, par l'adoption de son plan stratégique 2017-2022, avec la problématique de l'économie verte et de l'économie bleue comme 5e objectif opérationnel de ce plan. L'IFTD, quant à lui, a décidé de donner un cachet particulier au programme d'économie verte, qui était jusque-là un des outils de gestion de l'environnement parmi les 4 dont il faisait la promotion au milieu de l'évaluation d'impact environnementaux, droit de l'environnement et participation citoyenne. Alors, pour ne pas faire long, j'invite maintenant le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, M. Fortunato Ofa Mbo Nchama, et l'administrateur de l'OIF, M. Adama Wane, à se déplacer vers l'avant et à procéder officiellement à la signature de l'entente de partenariat entre nos 2 institutions. Vous avez les documents ? Les 2 ? Ça va ?
français, c'est ça? Je crois bien. Je crois. Ça va? Merci. Félicitations. Alors après cette cérémonie de signature historique, j'invite monsieur l'administrateur à rester. Et j'invite maintenant, je crois que je me suis un peu trompé dans mon programme, nous avons une projection de film. Nous allons rapidement projeter un court vidéo sur les activités de la francophonie et que je vous invite à suivre. Marilyn, tu t'occupes de ce document. Alors, lui, Noël. Les activités à la COP23. Tu lances. Son mot à dire. Oui, désormais, les maires sont les acteurs de première ligne pour accompagner le global, pour accompagner le gouvernement national. Oui, les partenaires doivent faire confiance aux élus locaux. Les partenaires doivent faire confiance aux élus locaux femmes. Le célèbre guide des négociations climat, qui est un document lourd, qui maintenant est adossé d'ailleurs à un guide des négociations pour le citoyen, pour compléter les deux approches. On le fait pour et avec la francophonie, donc on en est bien sûr honoré, mais c'est des exercices complexes. Et si je prends l'exemple de ce guide et des autres publications que nous-mêmes on a fait ou d'autres partenaires font pour la francophonie, moi j'ai envie de dire que ce sont des pièces de l'échiquier central. Chaque fois que la francophonie fait un événement dans les instances des négociations, eh ben, c'est certainement les salles les plus combles avec des gens dehors ou autres, donc ce qui témoigne de l'appétence de l'ensemble des acteurs de la francophonie autour de ce que fait l'IFDD, donc l'organisme subsidiaire, vous l'avez dit, de l'OIF. Les banques financent seulement les plus riches, mais aujourd'hui c'est pas ça notre vision. La banque finance les plus vertueux. Et quand je vois toute la documentation qui est ici, je me dis véritablement la francophonie a compris l'enjeu. A compris l'enjeu et va au-delà des attentes. Pour nous, l'urgence, c'est vraiment de mener des actions qui vont dans le sens de l'adaptation en Afrique. Et qui parle d'adaptation, parle de moyens financiers, techniques pour s'adapter. Donc aujourd'hui, à cette COP, nous voulons voir des avancées claires, notamment en termes de feuilles de route sur comment on veut accompagner les pays en développement, notamment les pays africains, à s'adapter. Nous avons formé des négociateurs, plus de 300 négociateurs ont été formés, plus de 7 pays vont bénéficier de l'appui technique du CIRSC en la matière. La francophonie, à travers l'IFDD, a fait des boulots remarquables. Par exemple, l'édition de ce bouquin, ce guide de négociation, ça nous aide beaucoup.
qu'à Paris. Nous avons pris de grands engagements. L'an passé à Marrakech, de ces engagements-là est né un programme qui permet de soutenir des pays émergents grâce à l'innovation qui est faite par les compagnies québécoises. Et c'est avec beaucoup de joie que ce matin, nous avons procédé au deuxième lancement de projet, d'appel à projet, donc pour une deuxième phase. Et le fonds d'adaptation est en ce moment discuté à travers les négociations. Donc, en ce sens que le fonds d'adaptation, en ce moment, ne contribue pas à l'application de l'accord de Paris. Et la plupart des parties des pays en développement donc souhaiteraient voir le fonds d'adaptation jouer ce rôle comme tous les autres fonds. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez eu un tout petit aperçu des événements et des invités que le pavillon francophone a organisé lors de cette CDP 23. Maintenant, je vais inviter Madame Daï Mananjara et Monsieur Adama Wan à s'avancer, à se mettre sur le... pour débuter la partie véritablement officielle de la concertation francophone qu'ils vont co-présider. Alors, comme on a souvent des petits soucis de micro, je vais peut-être vous laisser mon micro. Et je crois que nous allons démarrer par une allocution de monsieur l'administrateur de l'OIF. Allô? Oui, c'est bon, là. C'est excellent. Ça a l'air de marcher, je crois, non? Merci. Madame la ministre de l'Environnement de Madagascar, présidente donc, du 16e sommet de la francophonie. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les chefs de délégation francophones, mesdames et messieurs les négociatrices et les négociateurs, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des organisations internationales et de la société civile, mesdames et messieurs des organes de presse, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Michaël Jean, vous remercier tous et toutes en vos rangs, titres et grades respectifs. Je voudrais également remercier les autorités allemandes et fidjiennes pour toutes les facilités mises à disposition pour cette conférence et l'organisation si bien réussie de la CDP 23. Je félicite les décideurs francophones, les négociatrices, négociateurs, les représentants des organisations de la société civile, les partenaires techniques qui appuient nos pays pour leur participation active à cette CDP 23 et souhaite à quelques jours de sa clôture une pleine satisfaction à tous. Il y a un an, nous nous engagions dans la mise en œuvre de l'accord de Paris pour répondre à l'urgence de stabiliser la température globale. Je voudrais ici me réjouir de la détermination mondiale en faveur de sa mise en œuvre rapide et intégrale, telle que manifestée dans la proclamation de Marrakech pour l'action en faveur du climat et aussi de l'engagement sans précédent des villes, des investisseurs, des organisations de la société civile et des entreprises dans ce sens. Dans un rapport publié le 31 octobre dernier, l'ONU Environnement affirme que les engagements pris par les États pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ne permettront pas d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, à savoir contenir la hausse de la température planétaire nettement en dessous de 2 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel. D'où la nécessité de rehausser l'ambition et catalyser les investissements pouvant réduire les émissions, tout en créant d'immenses opportunités sociales
économique et environnementale. Pour ce faire, il faut compter sur les contributions de tous, les États, les gouvernements fédérés et les acteurs non étatiques. Aucune contribution n'est de trop pour espérer aller vers la stabilisation de la température globale autour de 2 degrés pour le bien de nous toutes et tous et des générations futures. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie s'est toujours tenue auprès de ses États membres pour les accompagner dans le respect de leurs engagements contractés dans le cadre de la Convention sur le climat, aussi bien dans le cadre de la préparation de vos CDN, dans leur mise en œuvre et prochainement dans le cadre du dialogue de facilitation. Il convient aussi de souligner vos activités de renforcement des capacités des acteurs francophones, de mise à disposition d'outils d'aide à la négociation et d'information sur le processus de mise en œuvre de l'accord de Paris. J'espère que les outils mis à votre disposition cette année, le guide des négociations et le résumé à l'intention des décideurs ont été fort utiles pour vous durant cette CDP 23. Vous avez pu également organiser vos événements ici au pavillon de la francophonie, préparés spécialement pour vous offrir un espace neutre. Cela est important pour nous donner un cadre de présentation de toutes vos actions inscrites dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et nous permettre de nous concerter autant que faire se peut, comme c'est le cas maintenant. Distingués invités, mesdames et messieurs, il me faut souligner également que seule une coopération renforcée entre les pays développés et ceux en développement permettra aux pays les plus vulnérables de disposer du soutien nécessaire en matière de finances, de technologie et de renforcement des capacités pour mettre en œuvre des CDN ambitieuses à la hauteur des défis. Il devra en être de même au sein de la francophonie. Coopérer pour dynamiser nos actions pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Le dialogue de facilitation qui se déroulera en 2018 se veut un grand rendez-vous auquel les francophones doivent prendre pleinement part. Comme vous le savez, elle se déroulera selon la tradition du talonnoir du Pacifique, c'est-à-dire un dialogue franc et ouvert entre les gouvernements et les autres parties prenantes. Ce sera le moment pour nous de faire le point de nos efforts communs et l'occasion de nous projeter sur des contributions plus ambitieuses pour sauver notre planète. L'OIF, à travers l'Institut francophone pour le développement durable IFDD, y participera également. Vous accompagnera dans cet exercice et suivra également de près les travaux du GIEC sur le 1,5 degré. Depuis le début de cette CDP 23, vous avez discuté dans des cadres offerts par les organisations de la Convention de questions importantes pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de Paris, notamment la finance climat, les mécanismes de respect, la transparence et la comptabilisation des CDN, les voies et moyens de rehausser l'ambition des contributions déterminées au niveau national. Cette concertation offre l'occasion à nous tous et toutes, décideurs, négociateurs, acteurs de mise en œuvre, de se pencher sur l'avancée des discussions sur tous les points importants à l'ordre du jour de la CDP 23. Mais aussi, elle nous offre l'opportunité de partager nos visions et nos expériences, le cas échéant, harmoniser nos points de vue pour une francophonie qui gagne dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je ne cesserai de vous le dire, l'OIF sera à vos côtés. La mobilisation plurielle et croissante des acteurs politiques, scientifiques, organisations de la société civile est un élément essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. En vous remerciant donc de votre attention, je nous souhaite de fructueux travaux. Merci. Merci.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le directeur de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation francophones, Mesdames et Messieurs les négociateurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, je voudrais en premier lieu exprimer ma gratitude à la ville de Bonn pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé pour cette 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je félicite aussi le partenariat entre Fidji et le gouvernement allemand dans la réalisation de la COP23. Mesdames et Messieurs, la francophonie a toujours accompagné ses pays membres durant les processus de négociation au changement climatique. Pour cette COP23, l'enjeu est de taille. Vu le délai très limité pour pouvoir adopter un paquet de décisions sur l'opérationnalisation de l'accord de Paris, je félicite l'OIF à travers son organe subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dans la production des guides de négociation et le résumé pour les décideurs, qui serviront des outils pour les négociateurs francophones. Je tiens aussi à remercier l'IFDD pour l'organisation des 2 ateliers d'échange favorisant le partage et la mise à niveau d'informations aux négociateurs francophones. Mesdames et Messieurs, notre concertation d'aujourd'hui devrait nous permettre de démontrer la force et la cohésion de la communauté francophone. C'est aussi un moment précédent les sessions de haut niveau durant lesquelles se dérouleront les déclarations nationales qui vont préciser les attentes et les positions de chaque pays par rapport au point de négociation à la COP23. Nous sommes invités aujourd'hui à partager nos points de vue, à apporter une réflexion axée sur la synergie des actions menées par les acteurs étatiques et non étatiques dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Mesdames et Messieurs, avec les 84 États et gouvernements qui la composent, l'Organisation internationale de la francophonie a la capacité d'apporter à ses membres les appuis nécessaires pour un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Je voudrais réitérer ici les messages clés issus de la 16e sommet de la francophonie sur les changements climatiques. La francophonie appelle à l'accroissement de la coopération, du renforcement des capacités, de la mobilisation des technologies et des financements prévus par l'accord de Paris, ainsi qu'un appel aux pays développés à continuer à soutenir les pays en développement en matière d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Ainsi donc, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte cette concertation ministérielle francophone en marge de la COP23 et je vous remercie de votre aimable attention. Alors, permettez-moi d'intervenir à nouveau pour marquer et saluer la présence des délégations des pays membres au niveau ministériel. Il s'agit des pays Madagascar, le Burkina Faso, dont les ministres sont là, la Suisse, Monaco, Haïti, Centrafrique. Et nous avons également la présence des organisations régionales
telles que la Banque des États de l'Afrique, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous avons également la Banque africaine de développement qui est représentée ici par son vice-président et qui aimerait de façon exceptionnelle nous délivrer un petit message avant de pouvoir rejoindre une autre activité, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il est également très, très sollicité. Monsieur le vice-président, je vous laisse le floor. Mesdames et messieurs, chers participants, tout protocole observé. Avant tout propos, je voudrais, au nom de la Banque africaine de développement et à mon nom propre, remercier l'Organisation internationale de la francophonie de nous avoir invités à cette importante concertation de haut niveau sur une question qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Comme vous le savez, les pays africains ont fait montre d'une mobilisation exceptionnelle. Tous les 54 pays ont signé l'accord et à ce jour, 43 pays l'ont ratifié. La mobilisation de l'Afrique pour cet accord dénote de l'importance que le continent accorde à sa mise en œuvre et de la survie de notre humanité, menacée par les ravages liés au changement climatique. Dans le cadre de cet accord, les pays africains ont pris des engagements très ambitieux à travers leurs contributions déterminées au niveau national CDN. Cependant, force est de constater que 85% des engagements pris par les pays africains dans le cadre des CDN dépendront de la mobilisation des financements extérieurs et seulement 15% sont inconditionnels. Ce qui fait de la mobilisation des ressources un élément clé dans le processus de mise en œuvre des CDN en Afrique. De récentes estimations montrent que le coût global pour la mise en œuvre des CDN s'élève à peu près à 4 000 milliards de dollars américains. Et il est estimé que 75% de ces investissements devront venir du secteur privé. D'où la nécessité d'une mobilisation accrue des finances publiques qui serviront d'effet de levier pour mobiliser les financements privés. Pour ce qui concerne la Banque africaine de développement, je puis vous assurer que nous sommes prêts à accompagner la mise en œuvre de l'accord de Paris en appuyant les pays membres dans la mise en œuvre de leur CDN. La Banque dispose d'un second plan d'action climat qui a été approuvé il y a à peu près une dizaine de jours. La Banque également a signé l'accord d'accréditation avec le Fonds vert, donc qui nous permet d'accéder aux ressources de ce fonds pour le compte des pays membres. La Banque, à travers son plan d'action, s'engage à investir 40% de ses approbations, de ses ressources d'ici 2020 dans des projets climatiques, ce qui représente à peu près 16 milliards de dollars des ressources propres de la Banque. Et avec l'effet de levier, on pourra peut-être lever 5 à 7 fois ce montant d'ici 2020. Par ailleurs, la Banque œuvre en ce moment même, et c'est à la demande de nombreux pays africains et en collaboration avec d'autres institutions continentales et internationales, à mettre en place la plateforme africaine pour les CDN, qui sera d'ailleurs lancée dans quelques heures. Cette plateforme reposera sur 3 piliers fondamentaux, à savoir le premier pilier, c'est des actions climatiques à long terme à travers le renforcement des politiques climatiques, la traduction des CDN en programmes nationaux et projets nationaux et régionaux,
et leur intégration dans les plans nationaux de développement. La mobilisation de moyens adéquats de mise en œuvre à très long terme, à travers notamment le financement, le renforcement des capacités et le transfert des technologies. Le dernier pilier, en fait, de cette plateforme, c'est d'appuyer, en fait, la coordination, le plaidoyer et les partenariats pour accélérer le rythme, accélérer la cadence et accroître l'échelle et l'ambition des CDN en Afrique. Mesdames et messieurs, chers participants, cette plateforme africaine sera, comme je l'ai dit, lancée lors du Africa Day tout à l'heure, constitue pour nous un mécanisme important d'appui à la mise en œuvre de l'accord de Paris. D'ores et déjà, la plateforme a mobilisé l'engagement de plusieurs partenaires, dont la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Agence de planification et de coordination du NEPAD, les organisations des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour le développement et pour l'environnement, ainsi que la CEDEAO, le Fonds mondial pour la nature, l'Institut international pour l'environnement et le développement, entre autres. Je tiens à les remercier. Je suis persuadé que cette plateforme servira de catalyseur pour l'appui au CDN en Afrique et pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et nous invitons également l'Organisation internationale de la francophonie à se joindre à nous pour aider l'Afrique à accélérer la mise en œuvre des CDN. Je vous remercie. Bonne journée. Alors, nous remercions M. Amadou Hott, qui était notre invité surprise, pour sa présence ici. Et on constate effectivement que, je réponds tout de suite, M. Hott, avant que vous partiez, la francophonie sera avec vous. Nous serons partenaires de ce programme-là. Alors, je tiens aussi à rappeler que j'ai parmi les partenaires présents que j'ai cités tantôt, un ami malien me disait toujours que lorsqu'on cite ses amis, c'est toujours très risqué. Parce que ce qu'on oublie de citer, vous le pardonnez difficilement. Donc j'ai oublié de citer la présence dans la salle d'une délégation de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et aussi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et d'autres encore que j'oublierai sans doute et que vous me pardonnerez de ne pas citer. Cette fois-ci, je vais laisser la présidence de la réunion à Madame la ministre, qui va agir en tant que modérateur et qui va lancer les premiers travaux. Mais avant cela, je vais inviter M. Tossi Mpanou, qui représente le groupe Afrique aux négociations, à nous faire un rapide déroulé de l'état des négociations sur lesquelles nous allons par la suite discuter. Monsieur Mpanou, je vous laisse la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est pour moi un honneur de prendre la parole ici pour vous donner un rapide aperçu de l'état des négociations. Et je voudrais dire que je suis en fait président honoraire du groupe africain. Donc le groupe africain en ce moment est représenté par mon collègue Céline Afo et non pas par moi. Voilà, ici je crois que ça ira mieux. Hein, voilà. Très bien, je voulais vous dire que je suis donc président honoraire du groupe africain qui en ce moment est présidé par mon collègue Céline Afo du Mali. Et donc je vais juste rapidement donner un aperçu de quelques priorités du groupe africain ainsi que des autres pays en développement. Et mon intervention donc couvrira rapidement 5 points. L'ambition pré-2020, les règles de mise en œuvre donc, de l'accord de Paris, le dialogue de facilitation de l'année prochaine, en 2018, le fonds pour l'adaptation et ensuite les financements en général. Il faut qu'on comprenne également que cette COP donc, qui s'intitule « Viser plus loin, plus vite et tous ensemble »
revêt une symbolique particulière puisque c'est la première COP qui est accueillie par un petit État insulaire en développement. Et donc il nous faut absolument créer une dynamique forte pour que cette COP que d'aucuns ont qualifiée de COP de transition, de COP de procédure, soit en fait une COP à laquelle on puisse aboutir à des résultats qui soient probants. Alors, nous savons également que l'accord de Paris est un accord un accord qui était un succès au plan diplomatique. Malheureusement, c'est un accord qui ne fait pas montre du plus grand niveau d'ambition, puisque lorsqu'on met toutes les CDN ensemble, nous allons vers une tendance haussière de 3 degrés de hausse de température globale d'ici la fin du siècle. Donc il nous faut absolument rehausser le niveau d'ambition de cet accord. Et cela peut se faire déjà à partir de la période pré-2020. Il nous faut donc encourager nos partenaires des pays développés à pouvoir ratifier la deuxième période du protocole de Kyoto, donc l'amendement de Doha, ainsi que nous-mêmes, pays en développement, afin que nous puissions véritablement donner sens à cette deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Puisque cette deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto consiste à encourager les pays développés à rehausser le niveau d'ambition, cela en tout cas sera un signal fort et un signe de confiance mutuelle pour que lorsque, à partir de 2020, nous devons tous faire l'effort ensemble, que nous le faisons en sachant que le plus grand niveau d'ambition a été atteint dans la période pré-2020. En ce qui concerne la définition des règles de l'accord de Paris, nous avons, nous, négociateurs, remarqué au cours des semaines qui viennent de s'écouler, la réunion préparatoire, ainsi que la réunion de la semaine passée, qu'il y a eu des avancées un peu déséquilibrées dans les négociations. Les questions qui portent sur la transparence, sur l'atténuation, qui sont des questions qui représentent un grand intérêt pour nos partenaires des pays développés, ont plus ou moins bien avancé, tandis que les questions portant sur l'adaptation, les financements, n'ont pas vu le niveau de progrès que nous aurions espéré. Nous espérons donc que les ministres pourront, lors de leurs engagements, demander qu'il y ait des progrès qui soient plus équilibrés ici à Bonn. Troisièmement, il y a le dialogue de facilitation de 2018, appelé le dialogue de Talanoa, facilité par la présidence fidjienne. Et ce dialogue vise à stimuler les contributions nationales plus ambitieuses dans le cadre de Paris. C'est un dialogue qui nous paraît essentiel et il faudrait donc qu'on puisse convenir de la manière dont celui-ci se déroulera l'année prochaine et nous assurer que celui-ci puisse tenir compte également de l'équité, puisque nous avons atteint des niveaux différents de développement et nous avons des capacités respectives qui ne sont pas les mêmes. Donc, dans ce rehaussement de l'ambition globale, les efforts doivent être différenciés. Quatrièmement, bien que cette COP soit une COP accueillie par un petit État insulaire en développement, qui est fortement vulnérable face aux effets néfastes du changement climatique, il y a une question qui, pour nous, pourrait être réglée à Bonn, mais qui malheureusement est repoussée jusqu'à l'année prochaine, à la COP 24 de Katowice, en Pologne. C'est la question du fonds d'adaptation qui puisse servir l'accord de Paris. Le fonds pour l'adaptation est un fonds qui a été créé dans le cadre du protocole de Kyoto et qui était abondé par les revenus des marchés du carbone. Aujourd'hui, le protocole de Kyoto peine à bien marcher puisque les mécanismes de marché se sont un peu effondrés. Et nous voudrions que ce fonds qui a un passé qui est important, qui a une expérience, qui a toujours des projets dans son pipeline, puisse servir l'accord de Paris, puisque l'adaptation est contenue dans l'accord de Paris et pour nous, l'adaptation représente une priorité. Malheureusement, une question plutôt de procédure, une question aux aspects un peu légaux, peut être réglée ici, à Bonn. Malheureusement, nos partenaires repoussent cette question à l'année prochaine en disant qu'il serait bon qu'on puisse adopter un paquet. Et je comprends quelle est cette posture, puisque lorsque vous donnez à quelqu'un ce qu'il veut, ce n'est pas garanti que demain il vous donnera ce que vous voulez. Mais pour nous, en accordant cette question ici à Bonn, on est susceptible de créer une dynamique positive qui nous permettra de nous engager de manière plus active au cours de l'année prochaine. Et finalement, je voudrais aborder les questions donc, du financement. Donc, outre le fonds pour l'adaptation dont je viens de parler, il y a également donc, le fonds vert pour le climat.
Nous savons que ce fonds avait initialement reçu une capitalisation de 10 milliards de dollars, mais le plus grand donateur, les États-Unis pour ne pas le citer, l'administration passée a mis 1 milliard et est partie, et l'administration présente refuse de mettre les 2 milliards restants. Donc, il faudrait donc que les autres pays développés puissent combler ce leadership resté vacant afin que ce fonds puisse véritablement recevoir les 10 milliards de dollars promis et susciter plus d'ambition de la part des pays en développement. Il faudrait également, en parlant du financement, parler de la question 9.5 de l'accord de Paris. Et c'est une question qui porte sur les appuis que les pays développés doivent mettre sur la table, le financement qu'ils doivent mettre sur la table. Donc ensemble, l'accord de Paris nous demande de pouvoir faire des communications sur nos actions d'adaptation et nos actions d'atténuation. Et il est demandé aux pays développés de pouvoir faire des communications sur les moyens mis à disposition. Malheureusement, cette question n'évolue pas suffisamment bien, de notre avis, au sein des négociations. Donc c'est tout ce que je dis ici n'engage que moi. J'espère que ce n'est pas une présentation qui est trop empreinte de négativité, mais pour moi en tout cas, c'est ce que je constate ayant été à Bonn depuis 2 semaines. Madame la ministre, je vous remercie. Ça marche ça ? Merci beaucoup pour la présentation de tout à l'heure. Donc, ceci ouvrira donc le débat, ou alors je vous invite à apporter vos avis par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis cette semaine. Merci, Monsieur l'administrateur, Madame le ministre en charge de l'environnement de Madagascar, présidente de la session. Je voudrais d'abord remercier et féliciter la francophonie pour l'organisation de cette session. Avant de me prononcer, je voudrais aussi saluer la convention qui vient d'être signée tout à l'heure en vue du verdissement de nos économies. Le Burkina Faso, désormais le ministère porte le nom, le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Et au niveau de l'IFDD, le Burkina Faso est également le pays pilote en Afrique francophone en matière de transition vers une économie verte. Nous avons pu tenir l'Académie sur l'économie verte en décembre 2016 et nous sommes en train de travailler pour, en tout cas, élaborer la stratégie nationale en matière d'économie verte et faire de l'Académie une académie sous-régionale. Revenant sur la présentation et les conclusions présentées par les négociateurs, je vois que la question de fond qui concerne les pays en voie de développement, à savoir l'adaptation, est repoussée encore à une autre date. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de fond, nos peuples, les populations locales, ont un problème d'adaptation au regard des effets des changements climatiques. Donc pour nous, cette question doit être intégrée dans l'accord de Paris. Et de telle sorte qu'il y ait un lien entre le fonds vert et le fonds d'adaptation. Une convention doit être signée de telle sorte que le fonds vert, aussi à travers le fonds d'adaptation, puisse financer les projets en matière d'adaptation de nos économies. Nous ne comprenons pas que cette question de fonds soit encore reportée à une date d'une année, dans la mesure où à Marrakech, la même question avait été posée et les pays développés nous ont promis qu'à la COP23, cette question devait être tranchée. Donc c'est pour dire, c'est de réaffirmer l'engagement des pays en voie de développement à ce que cette question soit réglée. Elle doit être réglée et surtout qu'il y ait une feuille de route des engagements des donateurs. Ils ont annoncé 100 milliards à Paris. Nous sommes rentrés, les populations attendent 100 milliards et rien ne vient. Aujourd'hui, nous n'avons pas une feuille de route
déterminé qui nous permet de dire voilà comment ceux qui ont annoncé doivent contribuer à ce fonds. Donc nous tournons en rond, nous pensons qu'aujourd'hui, nous, pays en voie de développement, nous devons en tout cas encore encourager les négociateurs à mettre l'accent sur ces 2 points que nous pensons utiles pour la survie de nos petits États. Merci. Je vois des mains levées de gauche. Oui. Donc, à vous, s'il vous plaît. Je sais pas, vous. J'ai vu une main là, par là, et puis après, on va à droite, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur l'Administrateur, en tant que représentant de la Suisse et du gouvernement suisse, c'est tout d'abord un honneur et un plaisir que de faire partie de cette coalition francophone et je vous remercie de l'organisation de cette session de haut niveau qui permet de mettre en perspective les enjeux, les attentes de la francophonie dans le cadre des négociations sur le climat. Je me permets juste de rappeler que la Suisse est un pays quadrilingue. Le français est une composante particulièrement importante, mais nous faisons partie de 3 cultures européennes importantes. La culture française, bien entendu, la culture allemande et la culture italienne. C'est un défi. C'est aussi une chance que de pouvoir essayer de faire la synthèse de ces différentes mouvances. Pour ce qui est de l'équité, c'est un thème qui a été abordé à plusieurs reprises dans le cadre des présentations qui ont été faites ici. C'est un principe particulièrement important qui a aussi inspiré la position de la Suisse dans le cadre de l'élaboration de sa politique climatique et aussi de ses NDC, de sa participation au Fonds vert. Et ce principe d'équité doit, à notre avis, se baser à la fois sur les capacités économiques, sur le PNB de chacun des pays, mais aussi sur sa contribution effective au réchauffement climatique par le biais des gaz à effet de serre. Nous essayons de véritablement transcrire ces éléments de réflexion dans notre politique. Et pour ce qui est de notre contribution au Fonds vert, c'est exactement dans cet esprit que nous nous employons à mobiliser les fonds qui ont été prévus et déterminés par l'ensemble de la communauté internationale, de telle manière qu'à partir de 2020, les 100 milliards promis par les pays industrialisés puissent être effectivement affectés aux efforts pris dans le cadre des efforts faits par la communauté internationale des pays en voie de développement. La contribution suisse dans ce fonds vert est peut-être un tout petit peu particulière dans le sens que pratiquement 50% des fonds qui sont actuellement attribués, c'est à peu près 400 millions de francs, sont des fonds qui sont destinés aux projets d'adaptation. On sait que globalement, les fonds actuellement dans le fonds vert sont à peu près à 15, 16 ou 17% attribués aux problèmes de l'adaptation. La Suisse fait un effort particulier dans ce domaine-là. On a aussi parlé de la période pré-2020. Ça nous semble aussi particulièrement important d'agir dès maintenant et de s'engager sans retenue dans ce processus. Après 2020, on ne sera pas meilleur qu'avant 2020 et il y a lieu effectivement chacun dans sa législation nationale, dans son contexte national, d'influencer et de prendre les mesures qui s'imposent. Le Parlement suisse sera amené à prendre position dans le courant de l'année prochaine pour réaffirmer ses objectifs dans le cadre des NDC qui ont été déposés à New York récemment par la Confédération helvétique. J'en viens encore à un dernier élément, si vous me le permettez, qui concerne le problème de l'intégration des différents éléments de la société, parce qu'il y a certes les pouvoirs publics, mais il y a bien entendu tout le secteur privé. On a entendu le président de la Banque africaine de développement qu'un gros effort était attendu de la part du secteur privé. Nous sommes aussi, bien entendu, de cet avis et nous avons, à titre d'exemple, 2 éléments que nous pouvons citer à ce titre. C'est tout l'assainissement du parc immobilier qui, pour la Suisse, représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre, où, certes, il y a une incitation financière qui provient de la taxe
qui est prélevé sur les combustibles en Suisse, mais ensuite c'est le secteur privé qui doit bien entendu procéder aux investissements nécessaires du parc immobilier. Mais c'est grâce à la fois à la taxe d'incitation et aux efforts du secteur privé que nous arrivons à réduire et à atteindre des objectifs dans ce domaine particulier. On a une taxe d'incitation élevée sur les combustibles, puisqu'elle est pratiquement de 90 € par tonne de CO2. Ceci signifie concrètement pour la Suisse qu'il n'y a plus aucun acteur qui n'investit dans un chauffage sur base de combustibles fossiles. Tous les nouveaux systèmes de chauffage en Suisse sont des énergies renouvelables, que ce soit de la géothermie, que ce soit de la biomasse, que ce soit des chauffages à distance. C'est effectivement, je pense, un instrument et un levier particulièrement important. Un deuxième élément où nous avons une activité importante avec le secteur privé, c'est dans la mise en perspective et la prise de conscience de l'effet de levier du secteur financier. Nous venons de conduire une étude dans le secteur financier avec les caisses de pension et avec les sociétés d'assurance pour faire une évaluation de leur portefeuille. Et on se rend compte que dans leur portefeuille actuel, le scénario qui est pratiquement implicite à ces stratégies de placement va vers un réchauffement climatique de l'ordre de 4 à 5 degrés à l'horizon de fin du siècle. Les gens n'en sont pas conscients. Il s'agissait d'abord d'établir la réalité de ces politiques de placement pour qu'ensuite les acteurs financiers, et ça doit venir de leur part, puissent adapter cette politique de placement, et c'est un levier véritablement très très important. Je me permets pour conclure de remercier l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Institut de la francophonie pour le développement durable avec lequel nous entretenons de très très bonnes relations et nous développons un certain nombre d'actions en commun. Je vous remercie pour votre attention. Merci aussi de pouvoir faire partie de la francophonie. Merci à la Suisse. Je tiens également à saluer, avant de donner la parole à un autre intervenant, donc la présence de Madame le ministre de la Côte d'Ivoire qui nous rejoint aujourd'hui. Merci, Madame la ministre. Une autre... oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur l'administrateur de la francophonie, Monsieur le directeur de l'IFDD, Mesdames et Messieurs les ministres, tout d'abord, je voudrais remercier la francophonie qui, aujourd'hui encore fidèle à sa tradition, réunit les francophones pour parler de l'état des négociations. Et je crois que pour cela, la francophonie s'est toujours distinguée. Maintenant, par rapport à la présentation qu'on a eue et aux autres présentations qu'on a eues depuis ce matin, je crois qu'en attendant qu'il y ait les financements nécessaires, qu'il y ait les grands projets d'adaptation, etc., il y a quand même des technologies amies du climat qui sont très simples aujourd'hui et facilement utilisables par les pays du Sud. Dernièrement, il y a eu des publications sur, par exemple, un petit appareil en argile pour le dessalement de l'eau de mer qui marche même sans énergie. Il y a eu également des publications sur un frigidaire fabriqué à base d'argile au Maroc et qui marche sans électricité et qui serait très utile, par exemple, dans les villages isolés, etc. Je voudrais dire par là qu'en attendant qu'il y ait ces grands projets d'adaptation et même d'atténuation, il faudrait nous prendre en main nous-mêmes avec l'aide de l'IFDD. Et moi, je voudrais proposer qu'à l'instar de la plateforme d'échange sur l'ENAMA, la plateforme francophone qui a existé pendant quelques années, qui est aujourd'hui une plateforme d'échange sur les technologies amies du climat et qui sont très faciles à utiliser. Il y a plein d'inventions de par le monde qui pourraient améliorer la vie des populations dans beaucoup de pays du monde, notamment nos pays africains francophones. Et je crois que si on a une plateforme en français qui donne l'information sur ces technologies très simples et amies du climat, ça pourrait aider les pays francophones à commencer à s'adapter dès aujourd'hui et ça permettrait d'améliorer la vie de millions de francophones. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Oui. Haïti, Monsieur le ministre de Haïti, et puis après derrière. Merci. Je remercie la francophonie pour avoir pensé à nous réunir, nous les francophones. Je salue, j'en profite pour saluer la présidence de Madame Michaël Jean, originaire, n'est-ce pas, de notre Haïti,
et je salue sa présidence. Je voudrais vous demander, à nous, francophones, de bien vouloir penser aux petits États insulaires. Quand je dis je viens d'Haïti, ministre de l'Environnement d'un pays comme Haïti, c'est un ministre qui a la tête tournée à la moindre annonce de la moindre averse. C'est un ministre qui vient d'un des 3 pays les plus vulnérables au changement climatique. Mathieu, Irma, tout dernièrement, a dévasté, complètement dévasté, certains de ces petits États insulaires. Je voudrais donc dire que nous d'Haïti, aussi les représentants des autres petits États insulaires que je viens de mentionner, sont là pour dire une chose. C'est pour dire que nous attendons que des actions concrètes soient matérialisées. Nous voulons espérer à des actions palpables, tangibles, qui puissent nous aider à améliorer notre environnement. Je voudrais en profiter pour remercier la francophonie de vouloir aider ces petits États en plaidant notre cause, en nous aidant à voir ce qui peut être fait pour que COP23 soit effectivement la COP des îles. Et c'est là que je m'arrête. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le ministre. Merci, Madame la ministre, Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les ministres. Et nous représentons la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et nous nous réjouissons de faire partie, de participer à cette discussion ministérielle. Et même si, par notre expression, vous allez vous rendre compte qu'on est dans la francophonie, mais notre français n'est pas tout à fait au point. Mais je crois que la francophonie, c'est aussi l'esprit, donc nous y sommes. Donc nous voulons commencer par remercier l'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour le partenariat que nous venons de signer tout à l'heure. Les pourparlers ont commencé, comme ça a été dit, il y a 1 an. Et nous avons déjà arrivé à la signature de ce protocole. Nous ne pouvons pas faire ici une annonce financière, mais plutôt une annonce d'engagement. Nous sommes un banc de développement qui accompagne les 6 États de la région CEMAC dans leur développement. Et nous avons élaboré notre plan stratégie 2017-2022 dans lequel il y a le 5e objectif qui est un objectif climat et nous devons contribuer à faire en sorte qu'ils prennent en compte la composante climat dans leur projet de développement. Et nous devons aussi également être un acteur pour la mobilisation des ressources, comme on l'a dit. Et c'est pour cela que le partenariat que nous venons de signer est important. Et la première chose que nous allons faire, c'est déjà de mettre au point déjà notre propre ressource humaine pour qu'elle soit en mesure d'assumer ce challenge. Cela a déjà commencé à se faire avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, puisqu'il vient d'animer un séminaire pour la prise en compte des interactions climat ODD dans le cadre des projets de développement durable. Et nous, il faut aussi dire que nous avons aussi déjà sollicité notre accréditation au Fonds vert climat et dont le processus est en cours.
et nous allons travailler étroitement avec l'IFDD pour que peut-être d'ici la fin d'année, nous puissions avoir déjà une feuille de route pour avancer. Et vous dire que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'engage à s'impliquer activement dans la mouvance pour la prise en compte des composants climat dans le projet de développement qu'il finance, mais aussi pour la mobilisation des ressources qui font tellement défaut, tel que ça a été constaté ici. Et pour cela, nous comptons aussi sur l'appui de tous les partenaires, soit financiers, techniques et scientifiques. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir que sans financement, il nous est très difficile de mettre en œuvre les CDN de chaque pays. Donc, nous vous remercions. Soyez rassurés de notre gratitude. Donc, si un autre ministre veut prendre la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame la Ministre, Monsieur l'Administrateur, chers collègues ministres. Comme ministre de Wallonie, ministre du Climat et de l'Énergie, mais aussi du budget, ce qui peut avoir une certaine importance, si j'entends bien les expressions des uns et des autres, je vais vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous. D'être parmi vous et sûrement aussi d'écouter ce qui est dit par les uns et par les autres, par les collègues. On voit bien qu'il y a des intérêts qui sont différents à certains moments, mais ils ne sont pas divergents, ces intérêts. Et je crois que la francophonie, aujourd'hui, a une obligation qui est une obligation de résultat. C'est un modèle qui doit percoler. Et c'est un modèle qui, parfois, on le sait, est chahuté, bousculé, mais est-ce que être francophone, c'est pas ça aussi, avoir cette liberté de ton, d'action, et se dire que lorsqu'on s'est un peu coltiné, on arrive toujours à trouver une solution. Parce que, vous savez, avoir de la raison, d'autres diraient de l'intelligence, ça semble être une chose porteuse. Avoir de l'argent, ça semble être quelque chose d'utile. Mais avoir de l'intelligence, de l'argent et de la passion, de l'ambition, c'est encore mieux. Et nous tous ici, je pense que c'est à ça que nous devons répondre. Quelles que soient nos différences. Il n'y a pas de petits et de grands dans la francophonie. C'est peut-être ça la différence avec d'autres organismes. Il y a simplement des hommes et des femmes qui aujourd'hui doivent répondre à un défi climatique. Alors j'entends qu'il y a encore certains qu'on appelle des climato-sceptiques qui ne sont plus très nombreux, pas à la fois, ils disparaissent, mais qui ont encore un langage très différent. J'entends parfois, et plus nombreux, ceux qui sont démotivés. Mais moi, le message que je vais vous donner, en dehors de revenir aux réalités budgétaires également, nous n'y passerons pas autrement, et les bons comptes font les bons amis, on le dit. Mais en dehors de cela, le message que je veux vous donner, c'est de dire qu'on est bien plus fort ensemble. Dans le pays qui est le mien, la Belgique, il y a une devise, l'union fait la force. Et on ne la respecte pas toujours, c'est clair. Mais cette devise-là, ça peut être la devise de nous tous et de la francophonie. Et si tous ensemble, nous disons qu'il n'y a qu'une voie aujourd'hui, c'est celle, step by step, pour dire qu'un mot anglais, comme ça on verra bien qu'on n'est pas non plus étranger à ce qui se passe ailleurs. Mais si nous le faisons avec conviction, détermination, intelligence, nous y arriverons. Et pas seulement pour nous, ici, pour les générations suivantes. Nous sommes dans le tuyau qui nous amène vers une catastrophe si nous ne réagissons pas. Et dans ce tuyau, nous entraînons avec nous ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui sont les plus jeunes, nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, je vous demande, Madame la Ministre, chers collègues, Monsieur l'Administrateur, de ne jamais épargner votre salive pour répéter ce message-là. Et de ne jamais retenir votre plume pour écrire ce message-là à tous ceux qui ne peuvent pas être ici à la COP23, qui pensent que COP23 veut déjà dire COP24, et ils ont en partie raison, mais surtout pour dire que dans cette belle francophonie qui est la nôtre, ce n'est pas l'ambition qui manque et que l'espoir reste présent. Je vous ai dit que je vous dirais un petit mot sur les budgets. Si on parle en termes de fonds, j'ai vu mon collègue suisse tout à l'heure qui parlait également du passé, le fonds vert, le fonds d'adaptation, le fonds aux pays les moins avancés, c'est 14 millions d'euros que le gouvernement de Wallonie, de Royaume de Belgique, a pour l'instant investi. Je dis bien investi, parce que je ne vois pas ça autrement. Et c'est pour l'année 2018, pour le fonds d'adaptation, 4 millions d'euros en plus. Pour le fonds pour les pays les moins avancés, 2 900 000 euros en plus. Mais
il y avait un petit investissement auquel nous tenions plus que d'autres. Il n'est que symbolique, mais les symboles, vous savez, c'est ce qui porte généralement la ténacité. C'était 60 000 € pour le bulletin des négociations de la terre. C'est simplement vous dire qu'on veut être pratique aussi, parce que ça sert à tout le monde, et ça sert à tous ceux qui ont l'ambition que nous avons tous ici ensemble. Merci de nous avoir écoutés. Gardez votre morale, gardez votre ambition, restez la tête haute quand on parle de francophonie, mais surtout, tous dans la même direction. Et il n'y a qu'une direction, c'est celle d'aboutir à battre ces éléments climatiques qui nous mènent un petit peu des maux de tête en temps. Merci bien, Monsieur le ministre. On donne la parole à Madame le ministre de la Côte d'Ivoire et puis après, on accordera quelques minutes à la société civile également. Merci, Madame la Présidente, Monsieur l'administrateur de l'OIF, chers collègues, Mesdames et Messieurs les participants. La Côte d'Ivoire, vous l'imaginez bien, n'aurait pas pu être absente à cette tribune, à cet espace d'échange. Vous savez que cette année, la Côte d'Ivoire a abrité les Jeux de la francophonie et nous sommes encore dans cette dynamique. Nous avons vécu des moments extrêmement palpitants, des moments extraordinaires de fraternité dans cet espace de notre francophonie et nous devons le revendiquer, nous devons agir pour la dynamique donc de cet espace francophone. C'est la raison pour laquelle je trouve extrêmement intéressant et important cette idée que vous avez eue, donc d'organiser ce panel, cette rencontre de haut niveau, afin que nous puissions partager donc cette ambition dont a parlé mon prédécesseur, cet engagement que nous avons tous exprimé depuis quelques années à participer à cette lutte contre les conséquences des changements climatiques sur nos populations et de façon générale donc au niveau mondial. Je voudrais franchement m'associer au cri de cœur qui a été lancé tout à l'heure par mon collègue du Burkina et dire que en réalité, depuis donc l'accord de Paris, nos populations ont beaucoup d'espoir et placent beaucoup d'espoir dans toutes ces COP que nous organisons et auxquelles nous participons. Et récemment, en Côte d'Ivoire, avant donc, de partir de la Côte d'Ivoire pour vous rejoindre à Bonn, nous avons dit aux Ivoiriens que nous espérons repartir avec de bonnes nouvelles. Parce que ces engagements que nous avons pris, notamment avec ce préalable. Moi, je dis la question de l'adaptation, c'est un préalable. C'est un préalable et il nous faut agir donc pour ce préalable-là. Si nous avons organisé des stratégies, des plans d'action, des feuilles de route, etc., nous avons cru, nous avons espéré, n'est-ce pas, passer donc à cette phase active de façon à obtenir des résultats concrets, des résultats probants. Et il serait bon donc qu'au niveau de notre espace francophone, nous puissions avoir ce cadre qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. La question que je me pose est de savoir comment repartirons-nous chez nous, donc de cette COP, sans apporter des nouvelles et des réponses concrètes à nos problèmes de financement. Comment, au niveau de notre espace francophone, nous pouvons améliorer nos plaidoyers, notre dynamique de financement de tout ce que nous avons comme projet, n'est-ce pas, sur nos différents bureaux. Comment ramener des signaux forts à nos pays. Parce que si nous repartons sans, je veux dire, espoir, j'ai peur que la fièvre ne commence et qu'on tombe dans l'illusion. Deuxième préoccupation, nous serons bientôt, le 12 décembre prochain, à Paris, donc à l'initiative du président français. Comment est-ce qu'au niveau de l'espace francophone, nous organisons cette rencontre de Paris? Je crois que la francophonie, l'espace francophone, est ce premier espace interpellé par cette réunion, n'est-ce pas, à laquelle nous convie le président Macron. Comment nous y allons? Quelle sera notre contribution? Comment nous pensons donc apporter nos expériences? Comment est-ce que nous comptons faire en sorte que ce rendez-vous de Paris ne soit pas un autre rendez-vous de théorie,
de développement de grandes idées, mais plutôt de plans d'action, de feuilles de route concrètes avec des réponses précises, encourageantes, motivantes pour nos populations et pour nos États. C'est vraiment la contribution que je voulais faire parce que nous sommes à une phase aujourd'hui où si nous commençons pas à apporter des réponses précises à nos préoccupations de financement, j'ai peur que la fièvre commence à tomber. Or, d'année en année, nous devons continuer d'y croire et nous devons continuer d'élargir donc le champ des adhésions à cette lutte que nous menons contre les changements climatiques. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre. Nous avons encore 4 États membres qui désirent prendre la parole et 2 représentants de la société civile. Et nous n'avons qu'une dizaine de minutes, je pense. Donc, soyons brefs, s'il vous plaît. Le Québec, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, distingués invités. Vous le savez, le Québec est avec vous. Le Québec sera là. Avant-hier, ici même, nous avons annoncé le 2e appel de projet pour notre programme de coopération climatique internationale. Le premier ministre Couillard, à Paris, il y a 2 ans, a annoncé un investissement de 25,5 millions de dollars vraiment orienté pour la francophonie. Donc, c'est 6 millions dans le fonds pour les pays en développement et c'est 18 millions de dollars que nous avons décidé d'investir avec vous à travers un programme de coopération climatique internationale qui favorise l'investissement local, bien sûr, dans vos pays, mais également l'accompagnement et le transfert des savoirs. Alors, nous sommes contents. Le Québec est avec vous. Nous serons là et vous pouvez compter sur le Québec. Merci beaucoup. Merci au Québec. Monaco, s'il vous plaît. Non? Monaco est parti? Non? Et Bénin? Merci, bonjour. Je suis Jeanne Josette Akacha Kocha du Bénin. Et je présente les excuses de mon ministre qui n'a pas pu être là. Je conduis la délégation du Bénin. Je voudrais commencer d'abord par remercier la francophonie qui nous a toujours accompagnés et déjà dans les négociations et qui nous permet aussi de nous exprimer, de nous dire ce qui nous vient de notre cœur. Et je voudrais revenir sur ce que nous a présenté M. Tossi par rapport aux négociations et attirer notre attention sur 2 éléments clés pour ne pas le répéter. C'est la différence de vitesse qu'il y a dans les thèmes qui sont au niveau des négociations, dans les thèmes importants comme l'atténuation, l'adaptation, les finances. Et on se rend compte que chaque fois qu'on doit parler de l'adaptation et des finances, c'est un peu lent. Et nous sommes déjà 2 ans après Paris. 2 ans nous séparent encore de 2020. Donc nous sommes quand même un peu préoccupés et nous voulons l'exprimer ici. Mon pays, le Bénin, a déjà signé et ratifié l'accord de Paris, a élaboré la contribution nationale déterminée dans laquelle l'agriculture, l'adaptation à l'agriculture est capitale, est d'une importance. C'est pour cela que nous voudrions que tous ensemble ici, nous puissions nous mobiliser pour que cette question de l'agriculture dans l'adaptation puisse être mise en exergue et qu'on ne repousse pas toujours au calendrier grec ces éléments qui sont importants pour nous autres pays en développement. Et que les questions de transparence qui vont nous permettre d'évoluer tous ensemble et en toute confiance, ces questions puissent vraiment être réglées pour que nous ne nous retrouvons pas en 2020 et nous poser des questions parce qu'on ne serait pas encore prêt de partir. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Est-ce que le Sénégal a un mot à dire, s'il vous plaît? Je vous remercie. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur l'administrateur de la France. Le micro un peu plus près, s'il vous plaît. Merci. Donc, en tant que directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui est présent, mais qui est empêché pour cause de séance de travail avec le président, j'aimerais placer quelques mots
pour d'abord magnifier l'engagement de la francophonie en faveur du développement durable. Cela fait partie des thèmes phares de l'espace francophone depuis une vingtaine d'années. La multipolarité pour les relations internationales, la diversité culturelle, mais également l'ancrage au développement durable. Le Sénégal, à travers son plan de développement intitulé le plan Sénégal émergent, a placé les questions énergétiques et de développement durable au cœur de l'action des politiques publiques. À ce titre, sur la réduction des émissions à effet de serre, le Sénégal est en train d'accomplir de gros efforts puisque nous avons installé 3 centrales solaires qui permettent d'avoir 60 MW et à terme, en 2018, nous aurons atteint l'objectif de 30% dans le mix énergétique concernant l'émission, la réduction des gaz à effet de serre. Le président, donc, le Sénégal est un pays africain francophone, mais également un pays africain côtier qui a une façade maritime de 700 km. Donc, nous subissons de plein fouet les effets des changements climatiques. Du nord au sud, il y a la ville de Saint-Louis qui est classée patrimoine mondial de l'humanité, donc qui est en train d'être menacée. Également, l'île de Gorée, qui est également une île et donc qui est menacée par l'érosion côtière. Monsieur le directeur, on a encore 2 personnes. Oui, je vais conclure. La salle sera prise tout à l'heure. Donc, je vais conclure pour confirmer l'engagement du Sénégal à accompagner tout l'espace francophone pour un développement durable. Bon. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Excusez-moi encore une fois. Maintenant, la parole est à l'énergie 2050. Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, ça va être très bref. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Peut-être juste quelques petits mots pour rappeler, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs points à l'agenda des négociations, mais il y a aussi un agenda de l'action avec quelques questions sur le financement, sur l'adaptation et sur l'urgence à agir, ne serait-ce qu'au niveau des gouvernements locaux, des villes et des territoires. Et je voudrais apporter un petit témoignage de certaines actions de la francophonie dans lesquelles parfois on est associé, mais d'autres aussi multi-acteurs. C'est l'importance de territorialiser les contributions déterminées au niveau national pour être au plus près de l'action et au plus près de l'agenda de la mise en œuvre. Et là, il y a une effervescence d'acteurs. Tout à l'heure, Jean-Pierre parlait justement de la BOAD, de la BAD ou d'autres. Il y a des task force, des coalitions qui se mettent en place pour accompagner ces acteurs à commencer eux-mêmes à mettre en œuvre cette politique d'action au plus près de l'agenda, parce qu'évidemment, l'agenda de la mise en œuvre n'est pas l'agenda du politique dans le cadre des négociations climat. Et la deuxième peut-être remarque aussi à faire, qu'on pourrait souligner, et on voudrait apporter un témoignage par rapport aux contributions de la francophonie, c'est justement de travailler sur l'intégralité des sujets qui sont aujourd'hui à l'agenda des négociations. Et nous, en tous les cas, on est extrêmement en soutien et on pense que toutes ces contributions devraient être encore renforcées dans le futur, ne serait-ce que pour permettre à chaque acteur de mettre en œuvre sa propre feuille de route qui, de manière combinée, permet aux États de tenir leurs engagements dans le cadre de leurs contributions déterminées au niveau national. Voilà, c'était juste une contribution et un témoignage, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au réseau Climat Développement. Bonjour, je m'appelle Joseph Kogbe, je suis le coordonnateur du réseau Climat Développement. C'est le réseau des ONG francophones africaines qui travaillent sur les questions de climat et développement. Je voudrais avant tout dire grand merci à la francophonie qui apporte son appui et son soutien au réseau depuis plusieurs années. Et nous sommes là à cette COP parce que nous avons eu à échanger sur les réalités de nos communautés tout au long de l'année. Et nous avons quelques contributions à suggérer. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de ministres parmi nous ce matin et beaucoup de négociateurs. D'abord sur les questions de financement qui sont les parents pauvres aujourd'hui des négociations en cours ici à Bonn. Nous pensons que dans les déclarations politiques que nos ministres doivent porter à partir d'aujourd'hui, il serait important d'insister sur le fait que l'accord de Paris incite les États ou les partis à viser l'équilibre entre l'adaptation et l'atténuation. Nous avons tous suivi tout à l'heure M. Tosi qui dit qu'il y a un déséquilibre total et les études montrent que d'ici à 2020, il n'y aura que 20% des financements pour l'adaptation.
Donc nous croyons que c'est important que la francophonie, les ministres francophones puissent porter ce message. Ensuite, je voudrais parler des pertes et dommages également qui ont émergé à la COP 21. Et nous avons eu quelques avancées durant les 10 jours de négociations qui ont précédé. Mais il est important que également on puisse insister sur les sources de financement pour les pertes et dommages, parce qu'aujourd'hui, on parle d'adaptation, mais il y a des impacts qui vont au-delà de l'adaptation. Troisième élément que je voulais soulever, c'est le rôle que les acteurs non étatiques peuvent jouer dans l'atteinte des objectifs de Paris. Et je voudrais quand même revenir sur ce que Stéphane a dit, qu'il est important de définir des mécanismes qui permettent de les prendre en compte. Je voudrais peut-être, avant de finir, insister sur le déploiement des énergies renouvelables sur le continent africain qui ont des co-bénéfices atténuation et adaptation. Il est important aussi que la COP reconnaisse, et la décision de cette COP doit reconnaître leur contribution, surtout sur le continent africain, afin que les moyens financiers et technologiques soient mis en place à cet effet. Enfin, je voudrais encourager le leadership des pays francophones pour le sommet du 12 décembre prochain à Paris, qui sera date anniversaire de l'adoption de l'accord de Paris. Ce sommet, à l'initiative du président Macron, je crois que c'est l'occasion pour que les pays francophones puissent insister sur la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre l'accord de Paris, parce que sans financement, on n'a pas d'accord mis en œuvre. Je vous remercie. Merci bien. Donc, nous sommes à terme de notre rencontre, de cette concertation. Donc, avant de clore notre réunion, j'aimerais inviter Monsieur le directeur de l'IFDD à résumer tout ce qui a été dit tout à l'heure en quelques phrases. Merci. Exercice périlleux, s'il en était. Comme ça. Alors, je pense que ça va être, comme je le disais, assez périlleux de faire un résumé exhaustif de toutes les thématiques qui ont été abordées, de toutes les idées qui ont été émises. Nous avons gardé quelques mots-clés, quelques messages clés au cours de l'heure que nous venons de passer ensemble. Le premier message est celui-ci, c'est que nous encourageons, les différents intervenants encouragent à accompagner et compléter les contributions et efforts des États par ceux des acteurs non étatiques et des organisations de la société civile pour la réussite de l'accord de Paris. Parce que l'accord de Paris concerne tout le monde et je pense que la mise en œuvre, Stéphane le rappelait encore, est plus au niveau du terrain et au niveau des acteurs, des acteurs locaux. Le deuxième message, c'est renforcer la coopération et le partenariat pour assurer un appui approprié aux pays les plus vulnérables en termes d'actions effectives face au changement climatique. Et la plupart de ces actions, je crois que se déclinent au niveau de l'adaptation. Cela a été encore maintes fois soulevé. On nous demande également d'insister sur le rôle que joue l'IFDD dans l'accompagnement à une participation active et réussie des ministres, des négociateurs, de la francophonie, mais aussi des autres forces vives des pays francophones, à travers les outils qui sont mis à leur disposition, qui sont présentés ici à l'extérieur, c'est-à-dire le résumé des décideurs, le guide des négociations, etc. On note également la disponibilité et les efforts des institutions financières africaines, régionales et sous-régionales, à mobiliser et mettre à la disposition des pays des ressources financières adéquates et accessibles pour la mise en œuvre de leurs contributions nationales déterminées au niveau national. Nous avons eu deux grandes institutions qui ont marqué vraiment leur engagement dans cette matière-là. Et enfin, le dernier point que je notais, c'est il est relatif à la rencontre organisée par le président Emmanuel Macron pour l'anniversaire de l'accord de Paris. Bon, il est un peu dommage qu'on se réunisse encore sur le climat après la COP. Mais bon, on est engagé sur cette voie-là et nous avons ici un certain nombre de messages forts qui ont été donnés par les États, notamment la participation et l'appui de la francophonie pour cette rencontre, car elle peut permettre, je crois, de sensibiliser un certain nombre d'acteurs autour des activités de mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors, je crois que voilà les principaux messages que j'ai retenus dans
dans les différents énoncés auxquels nous avons pu avoir droit. Je n'ai peut-être pas insisté suffisamment sur la nécessité d'être ensemble, qu'ensemble on est plus fort et plus unis. Mais, mesdames et messieurs, je remets cette fois-ci la parole à Madame la Présidente pour la clôture de cet événement. Merci bien, Monsieur le Directeur. Donc, pour clore, j'aimerais remercier de nouveau tous les ministres ici présents, les représentants des États membres, les négociateurs, les sociétés civiles, pour votre participation active. Donc, nous souhaitons à tous une réussite pour cette longue bataille, si je peux dire. Et je réitère mes remerciements à l'IFD, à l'OIF et à l'IFDD pour leur appui et leur assurance et l'assurance qu'ils nous ont donnée également dans le chemin pour cette lutte. Je vous remercie.